Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est mardi 7 juillet 2026 et notre cher ami Larry Johnson est avec nous. Ravi de te retrouver, Larry. Bonjour, bonjour. Jolie chemise. On est plutôt bien côté chemise aujourd'hui. Yeah. Larry, let me start with what's going on in Iran. Oui, Larry, laisse-moi commencer par ce qui se passe aujourd'hui en Iran. Les funérailles ont eu lieu à Qom, la ville de Qom, qui est une ville religieuse en Iran. Et tu vois les images, les gens sont encore sortis dans la rue. Et pour cette ville, il y a beaucoup de monde. Parce qu'en ce moment, la liaison entre Téhéran et Qom, qui sont assez proches, eh bien, personne ne peut y aller, parce que toutes les routes sont... Oh, attends une seconde. Allez, voyons. Vous ne voyez pas que c'est une foule louée, d'accord? Ces gens-là, on les met dans des bus, on les balade un peu partout pour donner l'impression qu'il y a des millions de personnes. Allez, franchement. Ah, pardon, je lisais mes éléments de langage de Bibi Netanyahou. Oui, Je l'ai vu. C'était juste, tu sais, parce que tu m'as passé cet extrait. Au début, je plaisantais avec toi. Et puis quand tu as diffusé le passage de Bibi hier, je me suis dit, mon Dieu, il essaie vraiment de faire croire que c'est juste un événement isolé. Mais maintenant, tu vois, il y a quoi, 14-20 millions de personnes à Téhéran et à Qom, c'est 10 millions. Je ne sais pas s'ils ont donné des chiffres. I think at least 2 to 4 million people so far. je pense qu'il y a déjà eu au moins 2 à 4 millions de personnes. Jusqu'à présent, je n'ai pas les chiffres exacts sous la main, mais on estime que... Enfin, on parle d'au moins 15 millions de personnes qui étaient à Téhéran hier, au minimum. Et puis aujourd'hui à Qom, on s'attend à 2 à 4 millions. Ensuite, ils vont aller en Irak, à Najaf, à Karbala. Et là, ce sera quelque chose comme 4 à 5 millions. C'est la projection actuelle. Et puis, en revenant à Mahad. Mahad, ça va être énorme, Larry. Quand ils arriveront à Mahad, ce sera gigantesque. Vous savez, on a aujourd'hui 3 provinces dans cette région qui autrefois n'en formaient qu'une seule. C'était une grande, immense province qu'on appelait le Khorasan. Et il y a là une population énorme. Les prévisions parlent de 9 à 10 millions de personnes qui participeraient à Mahad. Ce sera immense quand ils reviendront d'Irak. It would be huge when they get back from Iraq. Oui, oui. Tout ça, c'est payé. C'est sorti à cause des sanctions parce que, vous savez, il y a ce genre de... Enfin, vous voyez. Eh bien, s'ils ne se présentent pas, ils vont se faire tirer dessus par la police anti-émeute. Yeah. Comme je l'ai dit hier, c'est un événement historique. On n'a jamais rien vu de tel dans l'histoire. Même pas lors des funérailles de Khomeini en 1989. Je ne sais pas s'ils ont traversé la même série de villes, mais ils n'ont certainement pas eu une affluence comparable à celle-ci. Yeah. It's huge for the Iranian people as well because Oui, I have never seen c'est énorme aussi pour le peuple iranien, parce que je n'ai jamais vu quelque chose de pareil en Iran. Jamais. in Iran. Avant ça, on avait, vous savez, en Iran, des funérailles. Celle de Soleimani, le général Soleimani, était immense d'ailleurs. C'était à Téhéran, à Kerman. Mais c'était pas la même chose. Non, on ne peut pas comparer les deux. Larry, les combats continuent en ce moment dans le détroit d'Ormuz. Ces dernières heures, 3 navires ont été touchés. Je suppose par les gardiens de la Révolution, parce qu'ils essaient d'emprunter la route alternative, près de la frontière omanaise. Et au moins un d'entre eux a été confirmé. C'était un méthanier appartenant au Qatar, l'Al Rikayat, si je le prononce bien, l'Al Rikayat. Il a été touché et d'après les informations, le navire avait reçu plusieurs avertissements des gardiens de la révolution iranienne, mais il a choisi de les ignorer et a plutôt appelé la marine américaine à l'aide. Voilà donc la situation dans le détroit d'Ormuz. Je pense que tôt ou tard, comme vous l'avez dit, tôt ou tard,
on va probablement voir une réaction américaine et une forme d'escalade. Quelle est, selon vous, la nature de cette réponse autour du détroit d'Ormuz? Parce qu'auparavant, c'était toujours le même schéma. L'Iran attaque des pétroliers, puis vient la riposte américaine, suivie de la réponse iranienne à cette riposte. Comment percevez-vous la situation dans le détroit aujourd'hui? How do you find the situation in this strait right now? It's dangerous, perilous. C'est dangereux, vraiment risqué. Donc le mieux pour les États-Unis, ce serait d'ignorer tout ça, de faire demi-tour et de dire aux Qataris et à d'autres aussi d'arrêter de faire comme si les règles n'existaient pas. Le corps des gardiens de la révolution iranienne a fixé les règles. Si vous voulez passer, vous remplissez les papiers, vous les informez de ce que vous faites, vous suivez les règles. C'est tout simple. Personne n'a besoin de se faire tirer dessus. Personne n'aura de problème. Mais le fait est que ce navire appartient au Qatar. Et le Qatar est censé, soi-disant, être en discussion avec l'Iran. Eh bien, ça montre qu'il y a, disons, un peu de duplicité du côté des Qataris, et peut-être aussi des Saoudiens. Donc, je pense que les États-Unis pourraient essayer d'envoyer quelques A-10 dans la zone et de s'en servir. Vous savez, le F-35 est franchement, à mon avis, un avion beaucoup trop rapide pour faire du véritable appui aérien rapproché. Mais ils vont quand même utiliser des avions et essayer de viser certains des bateaux rapides iraniens qui sont là-bas. C'est juste incroyable. Je vois un pétrolier en ce moment, sous mes yeux. Certains de ces navires doivent avoir coupé leur système AIS parce qu'ils n'apparaissent nulle part pour l'instant. Il y en a 3. Le navire dont vous parliez, je ne le vois pas, donc il n'est pas présent dans le détroit. Il y en a quelques-uns non identifiés qui apparaissent seulement comme des pétroliers repérés par satellite. Mais à part ça, les États-Unis peuvent très bien commencer à tirer sur ces navires. Oui, il y a eu 2 explosions, Larry, en Syrie. Emmanuel Macron s'y est rendu pour la première fois. La dernière fois qu'un président français était allé en Syrie, c'était Sarkozy, en 2009. Et là, on voit Macron en visite, les explosions qui se produisent, et la question c'est qu'est-ce que c'est? Qui est derrière ce genre d'explosion? Et pourquoi faire ça justement maintenant, au moment de la visite de Macron? On se demande, je ne sais pas ce que toi tu en penses. Parce que quand un pays européen se rend en Syrie, c'est quelque chose d'inhabituel. Comme je l'ai dit, la dernière fois c'était en 2009. Mais en même temps, pour la France, ce n'est pas si surprenant, vu son histoire avec la Syrie. On pourrait même dire qu'à une époque, c'était presque un avant-poste colonial français, même si le pays était sous contrôle turc jusqu'à la Première Guerre mondiale. Après la guerre, la relation entre la Syrie et la France était sans doute la plus étroite parmi les pays européens. Donc la présence de Macron là-bas ne me paraît pas si étrange. Mais en même temps, vu cette histoire entre la France et la Syrie, oui, je suis sûr qu'il y a là-bas un groupe ou une tribu qui garde une rancune. Oui, mais ça veut dire que la Syrie n'est sûre pour personne. Si vous voulez aller en Syrie, vous risquez d'être pris dans une explosion. On voit les images. Macron et son équipe sont passés exactement par l'endroit qui a explosé un peu plus tard. Et on voit à quel point ces explosions étaient violentes. Ces gens envoient un message clair aux dirigeants étrangers. Si vous venez en Syrie, vous ne serez pas en sécurité. Oui. Eh bien, je pense que la Syrie traîne cette réputation depuis au moins 14 ou 15 ans. Encore une fois, la guerre civile qui a éclaté en Syrie en 2011-2012 a été lancée par la CIA et le MI6. En fait, l'Occident était responsable de ça. On voulait déstabiliser le pays et se débarrasser de Bachar al-Assad. Il est devenu le grand méchant, l'ennemi numéro 1. Et vous savez, on a sans cesse ce double standard qui change tout le temps sur qui est le bon et qui est le mauvais. Un jour on dit non,
Al-Assad est bien, c'est un bon gars. Et pendant ce temps-là, c'est lui qui menait ce genre de bombardement il y a à peine 2 ou 3 ans. Alors dire que cette politique est hypocrite, ce serait encore gentil. To say that it's a hypocritical policy would be generous. But you see Hmm. two different Mais on voit bien deux types d'objectifs différents entre les États-Unis et Israël en Syrie. D'un côté, Donald Trump parle de la Syrie d'une manière différente de celle de Benjamin Netanyahou, ou de la façon dont Israël voit la Syrie aujourd'hui. Parce que ils veulent que l'occupation continue. Ils veulent continuer, vous savez, à prendre plus de terres à la Syrie dans le sud du pays. De l'autre côté, on voit la pression exercée par la Turquie en Syrie. Eux disent non, pas d'occupation de la Syrie, et la Syrie doit rester souveraine. Et puis, on voit d'une certaine façon le gouvernement syrien, Al-Shara et les gens au pouvoir en Syrie dire qu'ils ne veulent pas d'un nouveau conflit avec le Liban. La Syrie essaie, d'une manière ou d'une autre, de redéfinir son rôle ou de le définir sous la nouvelle administration, avec les nouvelles figures au pouvoir. Et je pense qu'avec le temps, le gouvernement turc essaie de remodeler cela, ou d'aider à le façonner en Syrie. Je ne sais pas. Comment voyez-vous l'influence que la Turquie peut avoir pour redéfinir le rôle de la Syrie dans la région? Éviter un conflit avec le Liban, se rapprocher un peu de Washington, avoir de meilleures relations avec l'Occident, et puis la question de l'occupation de la Syrie. Je ne sais pas qu'est-ce que ça vous inspire. Je ne sais pas si, quand vous étiez jeune, vous avez déjà regardé cette émission aux États-Unis qui s'appelait la World Wrestling Federation. Vince McMahon en était le patron, et ils organisaient ces grands spectacles de catch. D'ailleurs, il y en a eu un où Donald Trump était sur le ring avec Vince McMahon, en train de se battre contre lui. Et parfois, ils faisaient ce qu'ils appelaient des combats en équipe, où différents lutteurs entraient tour à tour. Ils se frappaient à coups de chaises, grimpaient sur les cordes, sautaient les uns sur les autres. Eh bien, c'est un peu ça, la Syrie. Vous avez la population alawite, disons, des chiites allégés, qui ont plus de points communs avec les chiites. Vous avez une population chrétienne en déclin. Vous avez une population sunnite. Et puis, il y a aussi ces tribus. You have a Sunni population. You've got these tribes. You've got the Druze. You've got the Kurds. Il y a les Druzes. Il y a les Kurdes. Donc, il n'y a pas vraiment de sentiment d'identité nationale syrienne. Et quand on voit tous ces intérêts extérieurs différents, Israël va soutenir, comme il l'a déjà fait avec les Druzes, les soutenir. Mais encore une fois, Israël ne le fait pas par bonté de cœur, pas par solidarité avec ses populations. Israël le fait pour atteindre ses propres objectifs, pour défendre ce qu'il considère comme étant dans son intérêt. C'est la même chose pour la Turquie. Vous savez, Erdogan cherche depuis longtemps, en gros, à détruire les Kurdes. Et les Kurdes, du moins une partie d'entre eux, ont été impliqués depuis des années dans des actes terroristes. Been involved with terrorist acts. In fact, En fait, vous savez, après avoir quitté le département d'État, j'ai retravaillé avec mon ancien patron de là-bas, l'ambassadeur Maurice Busby. Et Buzz a été contacté à l'époque par le gouvernement turc pour réaliser une étude sur le PKK. On a été payé, je crois, $25,000 pour faire cette étude. En gros, elle mettait en évidence le soutien grec, le soutien financier grec, aux Kurdes, et en particulier au PKK, qui menait des attaques à l'intérieur de la Turquie. Donc ce que je veux dire par là, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de groupe d'opposition clairement défini, et la liste des suspects possibles pour cet attentat pourrait être longue. The list of suspects on who did the bombing could be long. Quand j'ai parlé des objectifs différents des États-Unis et d'Israël dans la région, je me souviens que J.D. Vance avait dit que Israël voulait faire de l'Iran une sorte de Libye perse. Mais ça ne nous apporte rien, à nous comme pays. Vous savez, le chaos en Iran ne serait pas dans l'intérêt des États-Unis. Donc on ne veut pas déstabiliser un pays, comme l'a mentionné J.D. Vance.
What do you mean by Persian? Qu'est-ce que vous entendez par Libye perse? Vous voulez dire transformer l'Iran en ce qu'était la Libye, avec toutes ses factions armées. That was he meant, yeah. He said that making a new Libya. Exactement. Il a dit qu'il voulait faire une nouvelle Libye en Iran. Et donc, en ce moment, il y a deux idées principales. L'une parle de stabiliser la situation au Moyen-Orient. La Syrie, par exemple. Vous avez mentionné à quel point la situation y est chaotique. Alors la question c'est qui veut vraiment stabiliser la Syrie et qui veut aller contre ça? Et surtout, qui en tire profit? Eh bien, encore une fois, pouvez-vous me dire qui veut stabiliser la Syrie? Wants to stabilize Syria? Oui, I don't know. I don't think there is anybody that wants to, other than Je ne sais pas. Syrians. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment quelqu'un qui le veuille, à part peut-être quelques Syriens sur place qui disent « on aimerait bien que toute cette folie s'arrête ». Je veux dire, les djihadistes, Hayat Tahrir al-Sham, Al-Nusra, Daesh, ils sont toujours là. Donc on a encore ces groupes qui veulent construire leur propre califat. Alors, est-ce qu'Al-Shara n'est qu'un instrument pour préparer le terrain à ça? Ou bien, est-ce qu'il a été complètement compromis par l'Occident et qu'il cherche maintenant à servir les intérêts occidentaux? Franchement, je ne sais pas. On pourrait même imaginer que des Alaouites qui ont été victimes d'Al-Khara, qu'un groupe parmi eux soit à l'origine de cette bombe, qu'il l'ait fabriquée et posée, à la fois pour embarrasser Assad et peut-être tenter de tuer Macron. Ça aurait été, pour eux, la cerise sur le gâteau s'ils avaient réussi. That would have been like a icing on the cake for them if they'd pulled that off. My understanding is Turkey wants to. d'après ce que je comprends, la Turquie veut stabiliser la situation en Syrie. Elle ne veut pas de ce genre de chaos. C'est pour ça que d'une certaine manière, elle est devenue le nouvel ennemi, le pire ennemi d'Israël en ce moment. Quand on parle de la Turquie comme d'un nouvel ennemi, tout tourne autour de la situation en Syrie. Et d'ailleurs, la Turquie a essayé d'envoyer certaines de ces personnes issues du HTS et de l'État islamique qui étaient en Syrie, des étrangers en fait, vers l'Asie centrale ou vers l'Afrique. Dans le Sahel, si je ne me trompe pas, elle en a envoyé une partie dans le Sahel, en Afrique. Et vous pensez que la Turquie pourrait réussir à convaincre les États-Unis de l'aider pour, d'une manière ou d'une autre, ramener un peu de raison en Syrie? To somehow bring some sort of sanity to Syria. Yeah, but how would you do that? You've got. Oui, mais comment tu ferais ça? Tu vois, d'habitude, la méthode classique, c'est de dire, bon, Al-Shara, c'est notre homme. Donc on va lui apporter une aide en matière de sécurité. On va fournir de la formation. Donc tu vois, il faut commencer par là. Idéalement, est-ce qu'il a une force de police? Par exemple, ce qu'on fait au département d'État avec le programme de formation à l'assistance antiterroriste, c'est qu'on prend la police et qu'on forme d'abord une équipe d'intervention, un peu comme un groupe SWAT. On forme aussi les policiers à mener des enquêtes après une explosion et à avoir une unité de déminage capable de gérer les engins explosifs improvisés. Du côté militaire, l'armée propose toute une gamme de formations. Par exemple, des unités des forces spéciales, les bérets verts, iraient sur place pour travailler avec certaines unités et développer, tu vois. In tactique, it's in there. Disons que c'est une façon, la façon traditionnelle en quelque sorte, dont les États-Unis s'impliquent dans ce genre de situation. On commence simplement à dépenser de l'argent. Mais bon, c'est un vrai désordre, parce qu'il y a toujours les Russes présents près de la frontière avec la Turquie et ils protègent la population alaouite. Donc, encore une fois, il y a cette tentative de créer un État artificiel. C'est ça que je veux dire. La Syrie qu'on connaissait sous Assad, elle n'existe plus. Aujourd'hui, c'est très très morcelé. C'est un patchwork de groupes différents. D'abord des groupes tribaux et ensuite des groupes ethniques. Quelle serait l'alternative pour la Syrie? L'alternative, ce serait d'attaquer le Liban?
d'aider Israël, d'aider les États-Unis dans une attaque ou de déstabiliser le Liban? Well, Syria doesn't have that kind of. Yeah, Eh bien, la Syrie n'a pas vraiment ce genre de... Enfin, la Syrie n'a pas... Il n'y a pas de véritable gouvernement syrien aujourd'hui. Il existe sur le papier, mais c'est tout. Il n'y a pas d'armée bureaucratique structurée, ni de soutien populaire réel. Il y a juste quelques forces de sécurité qui s'opposent aux djihadistes, ceux qui étaient Hayat al-Sham, et qu'on essaie maintenant de présenter comme une force de sécurité légitime. Oui, c'est ça, c'est bien le problème. Al-Khara'a est responsable sur le papier, mais il ne représente pas la majorité des différents groupes. Ce n'est pas quelqu'un qui va réussir à rassembler tous ses intérêts contradictoires en Syrie. Oui, d'après ce que je comprends, le projet israélien, c'est de provoquer, d'une manière ou d'une autre, un conflit entre le Liban et la Syrie. Ensuite, ils seraient à l'aise avec leur occupation dans le sud des deux pays, dans le sud du Liban et dans le sud de la Syrie. Et là, personne ne viendrait les déranger ni les bloquer dans cette région. Voilà, c'est ça, l'agenda d'Israël. C'est aussi pour ça qu'ils détestent la Turquie aujourd'hui. Ils la détestent parce qu'ils voient la Turquie sur ce genre de plan en Syrie. Oui, eh bien, ils auraient dû. Je veux dire, c'est leur objectif, gagner du terrain. Ils veulent un contrôle total. Ils ont déjà la main sur le plateau du Golan. Ils veulent créer une zone tampon supplémentaire. Et comme tu l'as dit, si jamais ils arrivent à pousser la Syrie, à pousser les djihadistes sunnites à se battre contre le Hezbollah, pour eux, c'est le scénario idéal. C'est là qu'on a envie de rassembler tous ces groupes musulmans et de leur dire « Vous ne voyez pas? Vous ne comprenez pas que vous êtes juste en train d'être utilisés ?» Voilà. Larry, Donald Trump et son administration subissent une énorme pression du lobby israélien pour ne pas vendre. Des moteurs de F-35 pour la Turquie. Et Donald Trump est présent à ce sommet, le sommet de l'OTAN en Turquie. La dernière fois, si je ne me trompe pas, c'était en 2015 que le président des États-Unis avait visité la Turquie. Donc ça fait plus de 10 ans, vous voyez, depuis la dernière visite d'un président américain en Turquie. Est-ce que ça veut dire que les États-Unis sont en train de redéfinir leur politique à l'égard de la Turquie? Eh bien, vous savez, en anglais, le mot « turkey » ne désigne pas seulement un oiseau ou un pays. Turkey, oui, c'est le pays. Mais quand on dit « Hey, that's a turkey » en argot anglais, ça veut dire que c'est un truc un peu bizarre, un peu raté, qu'il y a un problème avec. Et je trouve ça assez ironique que les États-Unis veuillent vendre des F-35 à la Turquie. En d'autres termes, le F-35, c'est un turkey. En ce moment, seulement 30%, peut-être 25%, de tous les F-35 sont prêts au combat. Ils coûtent cher à faire voler, sont très difficiles à entretenir et leur maintenance est extrêmement coûteuse. Et là, il faut prendre un peu de recul et se demander pourquoi diable on voudrait faire ça à la Turquie ou à la Turquie. Franchement, on leur crée un problème. Et pourquoi les Turcs, pourquoi Erdogan et son armée voudraient de ce truc-là? C'est pas un bon avion. Enfin, c'est un bon avion quand il fonctionne, sauf qu'en ce moment, les États-Unis n'arrivent même pas à obtenir les radars qui doivent aller dans le nez de l'appareil. Donc oui, voilà. Et puis, Israël est inquiet, évidemment, parce qu'ils ne veulent pas que la Turquie ait accès aux toutes dernières technologies. Mais moi, je trouve quand même ça un peu étrange que les Turcs veuillent vraiment de cet avion. Je pense que c'est plutôt le signe qu'ils se disent, si on obtient ça, c'est que les États-Unis nous apprécient vraiment. Et là, on touche à ce qu'on pourrait appeler l'insécurité culturelle des Turcs. Vous savez,
Ils sont passés du statut d'empire ottoman à celui d'un pays qui, au sein de l'OTAN, n'est pas vraiment respecté. Ils ont été acceptés parce qu'ils ont une armée très importante, mais on ne les traite pas comme des égaux. On les traite un peu comme un enfant adopté, un membre de la famille qu'on tolère. Et les Européens font tout pour bien leur faire comprendre. Hey, vous ne faites pas vraiment partie de la famille. Vous n'êtes pas un vrai Johnson. Vous êtes un étranger. You're not a real Johnson. You're an outsider. In my opinion, under the Trump administration, everyone À mon avis, sous l'administration Trump, tout le monde dans l'OTAN serait laissé de côté. Je ne vois pas Donald Trump se soucier vraiment de la Lettonie, de la Lituanie ou de certains de ces pays. S'ils se font bombarder par la Russie, vous pensez franchement que le Monténégro, disons les choses clairement, il irait risquer une guerre entre les États-Unis et la Russie pour le Monténégro, par exemple? and Russia for Montenegro, for example. Oh no, no. Oh non, non. Encore une fois, au sein de l'OTAN, il y a déjà toutes les tensions existantes. Et maintenant, ils essaient de voir s'ils peuvent au moins trouver un consensus sur ce qu'il faut faire à propos de l'Ukraine et de la Russie. Et ce que la Russie a fait au cours de la dernière semaine et demie, c'est intensifier de façon spectaculaire ses attaques contre des cibles où il y aurait, selon certaines informations, des officiers de l'OTAN déployés. Des représentants de l'OTAN auraient même été tués ou blessés dans certaines de ces frappes menées par la Russie à Kiev. Oui, oui. Larry, la Turquie a la deuxième plus grande armée de l'OTAN. Mais quand on regarde les choses de plus près, comme tu l'as dit, les critères sont très différents. Au sein de l'OTAN, il y a des pays qui comptent davantage pour les États-Unis et d'autres qui comptent moins. Mais au final, je ne vois aucun pays de l'OTAN qui soit aussi important pour les États-Unis qu'Israël. Récemment, Israël, Benjamin Netanyahu l'a dit, veut être plus indépendant. Ils ne veulent plus dépendre autant du complexe militaro-industriel américain, ni recevoir d'aide ou de soutien de ce genre. Mais d'un autre côté, on voit bien qu'ils poussent pour la section 224, 62 662. En gros, d'un côté, ils disent « On ne veut rien des États-Unis, on veut être indépendant ». D'un autre côté, les gens qui vous soutiennent, les sionistes aux États-Unis, font entrer l'armée israélienne dans les salles où se prennent les décisions américaines quand il s'agit de produire de nouvelles armes. En gros, la fameuse 224 revient à fusionner, d'une certaine manière, l'armée américaine avec l'armée israélienne. Ils les font participer au centre de décision aux États-Unis pour tout ce qui touche au domaine militaire et à la production liée à la défense. Et en plus, ils veulent aussi partager les renseignements avec les Israéliens. Personne, aujourd'hui, n'a ce genre de privilège dans le monde, même parmi les pays les plus proches des États-Unis. Ni les pays de l'OTAN, ni ceux du groupe des Five Eyes, n'ont un lien aussi étroit avec Washington qu'Israël. Mais eux, ils veulent rendre ça officiel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, être plus indépendant des États-Unis? It's a ridiculous fantasy. C'est une illusion ridicule. Israël dépend totalement des États-Unis. Sans les États-Unis, sa capacité à survivre serait vraiment remise en question. Nous avons soutenu et financé une grande partie de leur industrie de défense. Et pourquoi, à votre avis, dépensent-ils autant d'argent dans leur lobby? Je veux dire, pourquoi dépenser des dizaines de millions de dollars juste pour faire battre un seul membre du Congrès? Parce qu'il s'agit de maintenir le soutien du Congrès, prêt à voter des fonds et, si nécessaire, à engager les forces armées américaines pour défendre Israël. C'est une priorité. Donc, à mes yeux, Israël aujourd'hui est en grande partie une création des États-Unis. Et tu sais, ils me font vraiment penser à quelque chose. Bon, toi, tu n'as pas encore vécu ça parce que tes enfants sont encore jeunes.
Mais je suis sûr que tu as déjà eu des amis qui, disons, sont à l'aise, qui ont déjà eu des amis qui, disons, sont à l'aise, qui ont beaucoup d'argent et qui ont des ados. Tu vois, des ados, c'est déjà une période compliquée. Ils essayent de devenir indépendants. Mais quand, en plus, ils développent ce sentiment d'être tout leur est dû, cette idée qu'ils sont importants, eh bien, ils deviennent franchement insupportables. Ils ne pensent pas aux autres, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Tout est centré sur leur petite personne. Eh bien, pour moi, c'est ça Israël. Enfin, ce que j'appelle le gouvernement sioniste actuel. Donc, si un jour il y a une rupture totale avec les États-Unis, je pense que la survie même d'Israël serait en jeu. Parce que franchement, qui d'autre viendrait les soutenir et les défendre face au reste du monde? Personne. Back them up against the world. No one. Peut-être qu'ils misent sur l'Inde. You know, no matter what control. Vous savez, peu importe le contrôle qu'Israël exerce sur Modi ou l'influence qu'ils ont sur lui, ils n'ont pas ce pouvoir sur le reste de l'Inde. Oui, c'est un problème assez toxique en réalité. Et regardez, si on observe l'Inde, ils sont allés aux funérailles d'Ali Khamenei, au lieu de dire clairement « non, on ne va pas faire ça ». Instead of sitting back and saying, no, we're not going to do that. Oui, Netanyahou veut parler avec Donald Trump. L'un des principaux sujets, c'est la Turquie. Et qu'est-ce qu'Israël attend des États-Unis concernant le gouvernement turc et le rôle de la Turquie? Je suis sûr qu'aujourd'hui, Donald Trump a dit, alors qu'il était à côté d'Erdogan, que c'est l'un des plus grands, des plus puissants dirigeants du monde, et que l'armée turque est incroyable, la meilleure, et tout le reste. Je dirais que ça, c'est typiquement Donald Trump, vous voyez? Mais enfin, tu n'es pas en train de dire qu'il ment, si? Allons, Nima, voyons. Oui. Dans la marine, des anciens marins m'ont dit qu'il y avait un dicton. Tu peux faire briller le laiton, tu peux faire briller l'acier, mais tu ne peux pas faire briller, enfin, de la merde. Et je dirais que c'est exactement ce que fait Trump en essayant de faire briller quelque chose d'impossible, en couvrant la Turquie d'éloges. That's Trump's attempt at shining shit with heaping all the praise on Turkey. Mais ce n'est pas bon pour Israël. Ils ne sont pas contents de la façon dont les États-Unis perçoivent la Turquie. Et je ne sais pas ce qu'ils attendent exactement des États-Unis à propos de la Turquie. Est-ce qu'ils veulent vraiment une sorte d'affrontement entre les deux? Look, I still can't figure out what. Écoutez, je n'arrive toujours pas à comprendre ce qu'Israël essaie de faire, parce que c'est un pays dépendant. D'après ce que je sais, une part importante, sans doute la majorité, du pétrole qui entre dans le pays vient de Turquie. Alors quelle est notre option? Se mettre à dos la Turquie et la menacer? Franchement, pourquoi faire ça? Il me semble qu'il vaudrait mieux être ami avec les Turcs, pas ennemi. Il faudrait chercher des moyens de s'entendre, et pas des moyens de se séparer. Donc je ne comprends pas la stratégie d'Israël. C'est encore une fois cet ultra-sionisme fanatique qui, à mon avis, dirige aujourd'hui le gouvernement Netanyahou et qui, je pense, conduit Israël à sa propre perte. Larry, est-ce que tu vois en ce moment que ce type, Al-Shara, en Syrie, essaye d'améliorer ses relations avec le Liban, avec le Hezbollah, parce qu'il disait qu'il ne voulait pas entrer en guerre avec le Hezbollah. Ils veulent discuter. Si c'est nécessaire, ils veulent parler avec le Hezbollah. Ils ne veulent aucun conflit. Et ils cherchent aussi à améliorer les relations entre la Syrie et les États-Unis, entre la Syrie et d'autres pays européens. Même avec la guerre entre les États-Unis et l'Iran, ils n'ont pas beaucoup commenté. Ils ne veulent pas faire partie de quoi que ce soit dans la région. Je parle d'un conflit régional. D'une certaine manière, ça montre qu'ils perçoivent ce qui se passe et qu'ils ne veulent pas être entraînés dans le chaos. Ils veulent d'une façon ou d'une autre améliorer leur situation. Et toi, comment tu vois la direction syrienne, ceux qui sont au pouvoir, et la manière dont ils perçoivent le Hezbollah?
Well, if going back to al-Shara's Eh bien, roots, and si how on he revient became aux origines d'Al-Shara, the head of en tant Hayat qu'Al-Jilani al-Sham, et chef de Hayat Tahrir they saw al-Sham, Hezbollah il as considérait le terrorists Hezbollah comme that had des to be hérétiques destroyed. qu'il fallait They détruire, were in qu'ils étaient violation en of the violation, intervention of en God's, contradiction avec la volonté d'Allah. Alors of maintenant, il s'est fait une will nouvelle of coupe de Allah. cheveux, il a taillé sa barbe, il porte un costume Brooks Brothers, et soudain, il aurait changé d'avis. J'y crois pas une seconde. À moins qu'il n'ait été qu'un simple instrument des services de renseignement américains, et que, finalement, tout ce qu'il prétendait croire, il n'y ait jamais vraiment cru. And that, the things that he allegedly claimed to have believed, he doesn't really believe. But, remember when go back to the Mais, start, vous savez, when the United souvenez-vous, States revenons au decided to début. start arming, Quand les États-Unis ont décidé de commencer à armer Daesh et de lancer ces attaques pour déstabiliser le gouvernement de Bachar al-Assad, c'était en 2011, en allant vers 2012. À ce moment-là, Assad a demandé de l'aide à l'Iran. Et c'est là que le général Soleimani est entré en scène pour combattre ces salafistes. Parce que vous savez, beaucoup de gens en Occident aiment voir l'islam comme un bloc uniforme. Leur idée préférée, c'est de dire « Ah, ils veulent tuer tous les chrétiens et tous les juifs ». J'ai même un très bon ami qui m'a dit ça l'autre jour, que soi-disant ils veulent exterminer les juifs et les chrétiens. They want to wipe out Jews and they want to wipe out Christians. And I said, My God. Et j'ai dit l'Iran, ils permettent aux juifs d'y vivre, d'exister. Ils font partie du gouvernement. En fait, c'est même obligatoire qu'ils soient représentés au Parlement. Alors comment ça fonctionne? D'un côté, on dit qu'ils veulent les tuer, et de l'autre, ils les intègrent au gouvernement. C'est pareil pour les chrétiens. On en a déjà parlé. Il y a une interdiction pour les musulmans de se convertir au christianisme. Mais les chrétiens, eux, sont respectés et peuvent pratiquer leur culte. D'ailleurs, je crois qu'une des principales stations de métro de Téhéran, juste à côté de l'église arménienne, est dédiée à Marie, la mère de Jésus. Vous savez, c'est quand même assez étrange pour un groupe de musulmans fanatiques censés détester les chrétiens. Donc, à ce moment-là, l'intervention de l'Iran s'explique aussi parce que les chiites iraniens étaient souvent la cible des salafistes. Vous savez, les wahhabites, les salafistes, les déobandis, enfin ces musulmans ultra-orthodoxes, c'est comme ça que je les appelle, qui sont convaincus que leur vision est la seule vérité, la seule interprétation correcte du Coran. Et donc, pour eux, toute personne qui sort de cette définition doit être détruite. C'est pour ça qu'ils peuvent tuer d'autres musulmans, en totale contradiction avec ce qu'enseigne le Coran. Alors vous voyez, c'est pour ça qu'on prend un peu de recul et qu'on regarde ce qui se passe en Syrie. Il n'y a pas vraiment de groupe naturel de personnes qui se sont réunies en disant « voilà qui nous sommes, voilà ce que nous sommes en tant que Syriens ». Qu'est-ce que ça veut dire être Syrien? Non, les identités sont d'abord et avant tout ethniques. Qu'est-ce que ça veut dire être alaouite, être druze, être chiite, être sunnite ou encore être kurde? C'est ça qui vient en premier. Et cette autre tentative de créer une identité nationale passe forcément au second plan. Tu sais, en tant que musulman, quand on grandit dans l'islam, on nous apprend qu'il y a 5 prophètes qui sont vraiment essentiels. On les appelle les prophètes à la volonté ferme. Noé, le premier, Noé, qu'on appelle Nuh en persan. Abraham, en persan, on dit Ibrahim. Moïse, en persan, Moussa. Et Jésus, en persan, dans l'islam, on dit Issa. Issa Masih, Issa le Messie. Issa Masih, Jésus et Muhammad. Et on dit en gros que dans l'islam, ces 5 prophètes sont tous aussi importants, qu'il faut les respecter de la même manière, ainsi que leurs fidèles. C'est une base de l'islam. Et tu vois, quand j'entends des discours qui parlent de tuer un tel ou un tel, c'est incroyable pour moi d'entendre ça. Je ne comprends pas comment c'est possible. Cette propagande est tellement épaisse, Larry, qu'elle divise les gens au lieu de les rassembler.
to divide people instead Yeah. of bringing people together. Well, again, and that's Eh bien, encore une fois, c'est ça. Vous savez, c'est la politique des États-Unis. La politique américaine, ce n'est pas de créer des pays unis. La politique américaine, c'est de fabriquer une bande de serviteurs obéissants. Vous faites ce qu'on vous dit, on vous paye, vous refaites ce qu'on vous dit de faire. Et surtout, vous ne posez pas de questions. Larry, the situation in Larry, the Strait of la Hormuz situation dans le détroit d'Ormuz, je pense que c'est l'un des plus grands problèmes qu'on observe en ce moment avec le Liban. Et Israël est en train d'attaquer dans le sud du Liban. Ces dernières heures, ils ont frappé plusieurs zones dans le sud du pays. Cette forteresse, tu te souviens, celle qu'ils essayaient de prendre. Il semble qu'ils aient réussi à la capturer, cette forteresse dans le sud du Liban. Al-Hayat, si je ne me trompe pas. Donc la guerre ne s'arrête pas dans le sud du Liban. So the war is not stopping in the southern part of Lebanon. Right. Oui, c'est ça. And Oui, c'est une violation du protocole d'accord. Violation of the MOU. a violation MOU and the MOU between Une violation du protocole d'accord, celui entre Israël et le Liban, soutenu aussi par l'administration Trump. En gros, ce protocole d'accord ne veut rien dire pour l'instant, il n'a rien produit. Je ne sais pas si vous avez vu les images en Iran, les gens sont totalement opposés à ce protocole. Pas tous, bien sûr. Mais certains se demandent quel en est le résultat concret pour nous. Si on devait faire le point, regardez ce protocole d'accord. Qu'est-ce qui a été accompli jusqu'à présent? Qu'est-ce qui a été réalisé concrètement? What is practically achieved so far? Well, Iran is selling oil, and they're selling oil Eh bien, at a premium. l'Iran vend du pétrole et il le vend même à prix fort. And they're able Ils to peuvent empocher cet argent et ils reçoivent à nouveau des marchandises, des biens livrés par cargo, alors que ces navires n'osaient plus traverser le détroit à cause du blocus américain. En réalité, ce n'était pas un blocus effectif, c'était la menace du blocus. Donc de ce point de vue, l'Iran en profite. Mais ont-ils des avoirs débloqués? Pas encore. Il y a eu un allègement des sanctions sur le pétrole et sur les banques qu'ils financent. Mais au-delà de ça, les autres sanctions, celles imposées par l'ONU notamment, restent en place. Donc c'est un peu mitigé. On peut quand même dire qu'en ce moment, l'Iran s'en sort mieux qu'avant parce qu'il exporte du pétrole dans tous les sens. Because I mean, it's sending out oil right and left. Here is what Macron said, Larry, with the Oui. meeting he had with Al-Shara. Voilà ce qu'a dit Macron, Larry, après la rencontre qu'il a eue avec Al-Shara en Syrie. La France rejette tout appel à la partition de la Syrie et soutient l'unité et la stabilité du pays dans toutes ses composantes. Aucun groupe ne peut réussir au détriment d'un autre. J'ai beaucoup de respect pour le peuple syrien qui a lutté pendant 14 ans pour obtenir et retrouver sa liberté. Mais je ne sais pas si on peut vraiment appeler ce qui s'est Ihbabès en Syrie la liberté. I don't know if you can call what has happened in Syria freedom and Well, it depends on who you ask. Eh bien, ça dépend à qui vous posez la question. Si vous demandez aux partisans de Hayat Tahrir al-Sham, ils vous diront « Eh, on a une liberté totale ». Si vous demandez à la population alaouite, elle dira exactement le contraire. Les Druzes, c'est pareil. Quant aux chrétiens, il suffit de demander à Kavorka Massian ce qu'il a vécu, lui et sa famille. What's been his experience and his family's experience. the case of Ukraine is one of the main questions. La question de l'Ukraine est l'un des sujets principaux en ce moment, avec le nouveau sommet en Turquie. Pensez-vous que Donald Trump accepterait d'une manière ou d'une autre de soutenir l'Ukraine, ce qui reviendrait en fait à une nouvelle escalade sur ce front, c'est-à-dire à accorder plus d'aide à l'Ukraine plutôt que de reculer? Supported more aid to Ukraine instead of backing down and Oui. Enfin, à ce stade, je dirais que ça n'a plus vraiment d'importance. En clair, l'Europe a déjà engagé une politique de confrontation avec la Russie. Ils disent ouvertement qu'ils vont entrer en guerre contre la Russie. L'Angleterre et la France ont pris des mesures. Ils ont saisi des pétroliers russes.
Donc il n'y a absolument aucun signe que l'Europe cherche à apaiser les tensions avec la Russie. C'est même tout le contraire. Il cherche à les intensifier. Et pour moi, il semble que Trump va suivre cette ligne. Mais bon, en ce moment, la grande demande de Zelensky, c'est qu'il a besoin de plus de missiles patriotes. Il n'y en a pas, d'accord? Ils sont partis. C'est fini. Oubliez ça. Et puis vous savez, toutes les promesses de Lockheed Martin. Ah oui, on va en produire 2000 par an. Ça n'arrivera pas. Pas avant longtemps en tout cas. Et de toute façon, le missile Patriot ne vaut pas grand-chose. Alors, arrêtons. Mais bon, chacun continue à suivre sa petite agenda là-dedans. Pensez-vous que Donald Trump enverrait des troupes américaines au Liban? Lebanon? Non, Non. Il a dit que l'administration y réfléchissait, qu'elle envisageait d'envoyer des troupes au Liban. Je ne sais pas quel serait le plan cette fois. oui, ils y pensent. Eh bien, bonne chance avec ça. La dernière fois que les États-Unis ont fait ça, on a eu 243 marines tuées en 1983. Et puis il y a aussi eu des marines enlevées, enfin non, pris en otage. Donc non. S'il fait ça, ce sera sans aucun objectif politique clair. Ce serait juste une démonstration insensée. Est-ce que ça veut dire qu'il va les envoyer pour remplacer les forces israéliennes, s'ils veulent vraiment mettre fin à l'occupation israélienne du Liban, et ensuite, petit à petit, décider qu'ils peuvent se retirer du Liban? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Ça pourrait être une des options qu'ils ont en tête. Non, non. Écoutez, Israël ne se retirera pas, sauf si les États-Unis l'y obligent en suspendant leur aide. Sinon, Israël restera sur place. Cela fait, bon sang, 43 ans que des forces de maintien de la paix de l'ONU essayent d'intervenir et de s'interposer entre le Hezbollah et les Israéliens. Donc voilà, les forces de maintien de la paix de l'ONU sont toujours là, mais elles ne servent plus à rien. Oui, ils essayent de faire la même chose à Gaza. Ils essayent d'envoyer les habitants de Gaza dans une sorte de camp, des camps de concentration, si on peut les appeler comme ça. Est-ce que ça va marcher? L'administration Biden a déjà essayé de le faire. Ils en parlaient, ils ont tenté de le faire, mais ça n'a pas fonctionné. Et maintenant, l'administration Trump essaye de faire la même chose. Eh bien, qu'est-ce que vous entendez par réussi? Parce qu'ils voulaient regrouper les gens tous ensemble dans une sorte de camp contrôlé. D'accord. Donc, je veux dire, est-ce que certains Gazaouis vont aller dans ces camps pour y trouver un abri, un peu de protection? Oui, je pense que oui. Mais ça ne veut pas dire que le Hamas va se rendre, ni qu'il va être neutralisé. C'est même tout le contraire. Oui, merci Larry. Voyons un peu ce qui va se passer dans les prochaines heures. Mais le combat est en cours, en ce moment même, dans le détroit d'Ormuz, n'est-ce pas? Il y a quelques instants, on a encore appris que les gardiens de la révolution iranienne ont fait une annonce. Vous savez, tous ceux qui veulent emprunter le détroit d'Ormuz doivent respecter les règles, les itinéraires désignés dans le détroit. Donc, le combat continue. Les États-Unis essaient de faire leur travail là-bas, d'utiliser des routes alternatives, et l'Iran les force à passer par ses propres voies. Voyons ce qui va se passer. Il pourrait y avoir une forme d'attaque, soit des États-Unis, soit de l'Iran, dans les heures qui viennent. Oui, oui, c'est ça. Je suis sûr qu'on aura de quoi en parler à l'avenir. Oui, oui, merci, très bien. À bientôt, mon ami. Merci, Larry. D'accord. On se revoit bientôt. Au revoir. Bye-bye.